Papa au ciel, envoie quelqu'un, s'il te plaît. C'était un murmure. À peine plus fort que le frottement d'une feuille morte sur le carrelage. Mais dans le silence de ce tombeau, cela a sonné comme un coup de tonnerre. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Il faisait un froid à tuer les loups ce soir-là en Normandie. Vous connaissez ce genre de nuit, n'est-ce pas? Le ciel n'était pas simplement noir, il était lourd, une chape de plomb liquide qui déversait des torrents d'eau glacée sur la campagne endormie. Le vent ne soufflait pas. Il hurlait, s'engouffrant dans les fissures des vieilles pierres comme des âmes en peine cherchant un refuge. C'était une nuit à rester chez soi, près du feu, à verrouiller les portes à double tour. Mais Antoine n'était pas chez lui. Il n'était jamais vraiment chez lui, nulle part. Antoine, c'était le genre d'homme qui portait des costumes italiens valant 3 mois de salaire d'un ouvrier, même pour marcher dans la boue. À 50 ans, il avait la prestance d'un empereur romain et le regard d'un requin qui a cessé d'avoir faim, non par satiété, mais par ennui. Ce soir-là, ses chaussures en cuir verni, trempées et souillées par la terre grasse du jardin, claquaient sur le parquet pourri du grand hall d'entrée. Il était là pour inspecter une ruine. Un manoir du 19e siècle, saisi par la banque, une carcasse vide aux fenêtres brisées qui ressemblaient à des orbites vides fixant la tempête. Il tenait une lampe torche tactique dont le faisceau blanc et puissant découpait les ténèbres, révélant la poussière qui dansait dans l'air humide. Il détestait cet endroit. Il détestait l'odeur de moisissure, l'odeur du bois qui pourrit lentement, cette odeur douceâtre de l'abandon. Pour Antoine, ce n'était pas une maison. C'était une ligne dans un bilan comptable. Une colonne de dépenses pour la démolition. Une colonne de profit pour le lotissement qu'il construirait à la place. Il était riche. Immensément riche. Il possédait des immeubles entiers à Paris, des parts dans des vignobles, des comptes en Suisse. Mais si vous aviez pu voir son visage à la lueur de sa lampe, vous n'auriez vu aucune lumière. Juste des traits tirés, une bouche qui avait oublié comment sourire, et des yeux gris, froids comme l'acier d'un scalpel. 10 ans. Cela faisait 10 ans qu'il vivait comme un automate. Depuis ce jour maudit où le téléphone avait sonné, où la police lui avait annoncé l'accident. Sa femme, sa petite fille, partie, juste comme ça. En une seconde, l'univers d'Antoine s'était effondré, et il avait reconstruit une forteresse de solitude et de travail par-dessus les décombres. Il n'avait plus de famille, plus d'amis, juste des avocats et des concurrents. Il pensait être seul dans ce manoir. Il pensait être la seule chose vivante capable de ressentir le froid. Il se trompait. Il s'apprêtait à partir. Il avait vu ce qu'il avait besoin de voir. La charpente était vérolée, les fondations instables. C'était une perte de temps. Il se dirigea vers la lourde porte d'entrée en chêne, pressé de retrouver le cuir chauffant de sa berline blindée garée à l'extérieur. Sa main gantée touchait déjà la poignée de fer forgé quand le vent, dehors, s'accorda une seconde de répit. Le hurlement cessa brusquement, laissant place au bruit de la pluie qui fouettait la façade. Et c'est là qu'il l'entendit. Cela venait du sol. Une vibration. Un son rythmique, bas, continu. Antoine s'immobilisa. Son cœur, d'habitude si calme, rata un battement. Il retint sa respiration, tendant l'oreille, luttant contre le bruit de la pluie. Ce n'était pas un animal. Les rats ne pleurent pas. Il tourna lentement le faisceau de sa lampe vers le sol, balayant les lattes disjointes, les débris de plâtre, jusqu'à ce que la lumière s'arrête sur une vieille grille d'aération en fonte, rouillée, encastrée dans le bas du mur, près de l'escalier. C'était une bouche d'aération qui menait au vide sanitaire ou à la cave. Antoine s'approcha, ses pas craquant sinistrement. Il s'agenouilla, ruinant le tissu de son pantalon sans même y penser. Il colla son oreille contre le métal froid et humide. « Pas l'oncle. S'il te plaît. Papa au ciel. Envoie quelqu'un. » La voix était cassée. Une voix d'enfant. Une voix éraillée par la soif, par les pleurs, par une terreur si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde. Antoine sentit un frisson le traverser, mais ce n'était pas le froid de la Normandie. C'était une décharge électrique qui remontait le long de sa colonne vertébrale. Pendant une fraction de seconde, son esprit rationnel tenta de trouver une explication logique. Une radio laissée allumée? Un voisin? Mais il n'y avait pas d'électricité, et le voisin le plus proche était à 3 kilomètres. « Y a quelqu'un » hurla Antoine. Sa propre voix résonna, puissante et autoritaire, trop forte pour ce lieu mort. Le murmure s'arrêta net. Un silence terrifié remonta de la grille.
Puis, un petit hoquet, un bruit de reniflement humide. « Maman » fit la petite voix, tremblante d'espoir. Antoine ne réfléchit plus. L'homme d'affaires calculateur disparut instantanément. Il se releva d'un bond, balayant la pièce du regard. Il lui fallait un accès. Il courut vers la cuisine, ses pas lourds faisant trembler la vaisselle cassée restée dans les placards. Il trouva une porte étroite, peinte en gris écaillé, fermée par un vieux cadenas rouillé. Sans hésiter, il saisit une chaise en bois massif qui traînait là et la fracassa contre le montant de la porte. Le bois éclata. Il frappa encore, et encore, avec une rage qu'il ne se connaissait plus, une violence primitive. Le cadenas tint bon, mais le bois pourri de l'encadrement céda. Il donna un coup d'épaule, défonçant le panneau, et manqua de tomber dans l'escalier de pierre qui s'enfonçait dans l'obscurité. L'odeur qui remonta de là-bas lui prit à la gorge. Urine, terre battue, et cette odeur rance de la peur. Il descendit les marches 4 à 4, sa lampe braquée devant lui comme une arme. « Je suis là, n'aie pas peur !» cria-t-il, sa voix se brisant légèrement. La cave était vaste, voûtée, un dédale de piliers en briques. Au fond, tout au fond, derrière un tas de vieux meubles recouverts de draps fantomatiques, il y avait un petit matelas posé à même la terre battue. Et sur ce matelas, une forme minuscule. Antoine s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. La lumière révéla une petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, pas plus. Elle était recroquevillée en boule, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Elle portait une robe sale, trop légère pour la saison, déchirée aux ourlets. Ses pieds étaient nus, couverts de boue séchée et d'écorchures, la peau bleuie par le froid glacial de ce souterrain. Ses cheveux blonds, emmêlés et ternes, cachèrent son visage. Elle tremblait. Elle tremblait tellement que ses dents claquaient audiblement. « C'est fini » murmura Antoine, s'agenouillant dans la boue. Il retira son long manteau de cachemire, ce manteau qui valait une fortune, et l'enroula doucement autour des épaules frêles de l'enfant. La petite fille leva la tête. Ses yeux étaient immenses, cernés de noir, brillant d'une fièvre intense. Elle le regarda sans vraiment le voir, délirante. Mais ce qui glaça le sang d'Antoine, ce qui figea le temps dans cette cave humide, ce ne fut pas l'état de l'enfant. Ce fut ce qu'elle serrait contre sa poitrine. Ses petits doigts blancs et crispés étaient agrippés à une boîte à musique, un vieil objet en bois verni, avec des incrustations de nacre, un travail artisanal d'une autre époque. Alors qu'Antoine l'enveloppait, le mouvement de l'enfant fit tourner la petite manivelle, ou peut-être avait-elle simplement relâché la pression sur le couvercle. La mélodie s'éleva, cristalline, discordante dans l'horreur de la situation, mais pure. 3 notes. Puis une cascade. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Il cessa de respirer. Le monde autour de lui devint flou. Il connaissait cette mélodie. Ce n'était pas du Mozart, ni du Beethoven. Ce n'était pas une comptine connue. C'était une suite de notes maladroites, une mélodie bancale, unique. C'était la mélodie que sa femme, Elena, avait composée au piano, un soir de pluie, juste pour leur fille. Une mélodie qu'ils n'avaient jamais écrite, jamais enregistrée. Une mélodie qui n'existait que dans la mémoire sacrée de leur foyer détruit. C'était leur secret, leur berceuse. Comment cet enfant, enfermé dans une cave perdue au milieu de la Normandie, pouvait-elle posséder l'unique objet capable de jouer cette musique? Il n'avait jamais vu cette boîte auparavant. Sa femme ne l'avait jamais possédée. C'était impossible. Qui t'a donné ça? Souffla Antoine, la voix étranglée. La petite ferma les yeux, sa tête retombant lourdement contre l'épaule d'Antoine. Elle était brûlante. Une fournaise. « L'oncle, » murmura-t-elle dans un souffle. « Il dit que je dois signer. Pour aller au ciel. » La rage explosa dans le ventre d'Antoine, chassant la confusion. Ce n'était pas le moment pour les questions. Elle était en train de mourir. Là, dans ses bras. Il la souleva. Elle ne pesait rien. Un oiseau blessé. Il remonta l'escalier, serrant ce petit corps contre le sien, sentant la chaleur fiévreuse traverser sa chemise. Il traversa le hall en courant, défonça la porte d'entrée d'un coup de pied et plongea dans la tempête. La pluie le frappa au visage comme des pierres, mais il ne sentait rien. Il courut jusqu'à sa voiture, ouvrit la portière arrière et déposa délicatement l'enfant sur les sièges en cuir crème. Il monta au volant, démarra le moteur puissant qui rugit comme une bête réveillée. Il mit le chauffage à fond. Alors qu'il manœuvrait pour sortir de l'allée boueuse, les phares balayèrent la route départementale déserte. Et il la vit. Une voiture noire,
Une berline aux vitres teintées, garée en retrait, tous feux éteints, à l'orée du bois, à une centaine de mètres du portail. Juste là, dans l'ombre, comme un prédateur qui attend. Antoine plissa les yeux. L'instinct, cet instinct qu'il utilisait pour détruire ses concurrents en salle de réunion, lui hurla que ce n'était pas une coïncidence. On ne se gare pas tous feux éteints sous un orage pareil au milieu de nulle part. Il écrasa l'accélérateur. La voiture bondit, les pneus mordant le gravier, projetant de la boue. Dans le rétroviseur, il vit 2 faisceaux lumineux s'allumer brusquement derrière lui. La voiture noire démarrait. Elle le suivait. « Tiens bon, petite !» grogna Antoine, ses mains serrant le volant à s'en faire blanchir les jointures. « Personne ne te touchera. Pas ce soir. » La route était glissante, un ruban noir et luisant serpentant entre les haies. Antoine conduisait vite, trop vite, coupant les virages, utilisant toute la puissance de son moteur. La voiture suiveuse restait à distance, mais elle était là. 2 yeux jaunes dans la nuit. Il fallait aller à l'hôpital. La clinique privée de Deauville était la plus proche, à 20 minutes. C'était un établissement discret, pour les gens riches qui ne voulaient pas qu'on pose de questions. C'était là qu'il fallait aller. Arrivé aux urgences, il ne prit pas la peine de se garer correctement. Il laissa la voiture devant l'entrée, bloquant l'accès, et sortit avec l'enfant dans les bras, enveloppé dans son manteau trempé, la boîte à musique toujours serrée dans sa petite main inerte. « Aidez-moi » hurla-t-il en entrant dans le hall aseptisé, sa voix de commandement faisant sursauter l'infirmière de garde. « Elle est en hypothermie. Vite !» Le personnel réagit instantanément. On lui prit l'enfant, on la posa sur un brancard. Antoine voulut suivre, mais une main ferme se posa sur son bras. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer, laissez-nous faire. Allez à l'accueil pour les papiers. » Antoine resta là, haletant, l'eau ruisselant de ses cheveux, regardant les portes battantes se refermer sur la seule chose qui, depuis 10 ans, lui avait fait ressentir quelque chose de vivant. Il se sentit soudain nu, vulnérable. Il se dirigea vers le comptoir d'accueil. Il devait appeler la police. Il devait expliquer quoi? Qu'il avait trouvé une enfant inconnue avec la musique de sa femme morte? Monsieur? Une femme se tenait à côté de lui. Elle n'était pas infirmière. Elle portait un tailleur gris strict, des lunettes à monture fine, et tenait un dossier cartonné sous le bras. Elle avait surgi de nulle part. « Je suis Madame Leclerc, des services sociaux d'urgence, » dit-elle d'une voix douce, trop douce. « L'hôpital m'a prévenu de votre arrivée. C'est une procédure standard pour les mineurs non accompagnés arrivant la nuit. » Antoine la regarda. Quelque chose clochait. Elle était arrivée trop vite. Il n'était là que depuis 3 minutes. Personne n'avait eu le temps d'appeler qui que ce soit. « Déjà » demanda Antoine, suspicieux, en essuyant l'eau de son visage. « Nous étions dans le secteur pour un autre cas, » répondit-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elle tendit la main. « Je vais prendre le relais, monsieur. Vous avez fait votre devoir de citoyen. L'enfant va être pris en charge par l'État. Vous pouvez rentrer chez vous, nous avons besoin de calme pour l'interroger dès qu'elle se réveille. » Son ton était final. Impératif. Elle voulait qu'il parte. Maintenant. Antoine baissa les yeux vers les chaussures de la femme. Des escarpins noirs, impeccables, secs. Pas une trace de boue, pas une goutte d'eau. Pourtant, dehors, c'était le déluge. Si elle était arrivée dans le secteur, elle aurait dû courir sous la pluie. Son regard remonta vers le badge épinglé sur sa veste. Service départemental. C'était une photocopie couleur mal découpée, glissée dans un porte-badge en plastique bon marché. Le sang d'Antoine ne fit qu'un tour. « Non, » dit-il calmement. Le sourire de la femme vacilla. « Pardon ?» ?»« J'ai dit non, je ne pars pas. Je reste jusqu'à ce que la police arrive. La vraie police. » L'expression de la femme changea instantanément. La douceur s'évapora, remplacée par une dureté froide, professionnelle. Elle fit un pas vers lui, baissant la voix. « Vous ne voulez pas vous mêler de ça, monsieur. Ce n'est pas une simple enfant perdue. C'est une affaire de famille. Une affaire compliquée. Rentrez chez vous, oubliez ce que vous avez vu, pour votre bien. » C'était une menace, claire et directe. À ce moment précis, la porte des urgences s'ouvrit à nouveau. 2 hommes entrèrent. Ils portèrent des blousons de cuir trempés, ils étaient larges d'épaules, et ils balayèrent la salle du regard avant de fixer Antoine. C'étaient les occupants de la voiture noire. Antoine comprit qu'il était piégé. Il recula d'un pas, son dos heurtant le distributeur de boissons. Il regarda vers le couloir où Léa avait disparu. Il ne pouvait pas les laisser la prendre.
Pas avec cette musique. Pas avec cette terreur dans ses yeux. « Sécurité !» hurla-t-il, attirant l'attention de tout le hall. Les deux hommes s'arrêtèrent, hésitant devant les témoins. La fausse assistante sociale jura entre ses dents, fit un signe discret de la tête, et les trois individus reculèrent vers la sortie, disparaissant dans la nuit aussi vite qu'ils étaient revenus. Mais le message était clair. Ils ne partaient pas. Ils attendèrent dehors. Antoine s'effondra sur une chaise en plastique. Ses mains tremblaient. Il sortit la boîte à musique de sa poche. Il l'avait gardée quand ils avaient emmené la petite. Il l'avait prise instinctivement, comme une preuve. Il la retourna entre ses doigts. Le bois était vieux, usé. Il chercha une marque, un nom, n'importe quoi. Ses doigts glissèrent sur le fond de la boîte. Il y avait une légère irrégularité, une fente imperceptible. Son cœur battant la chamade, il sortit son canif suisse de son porte-clés et fit levier doucement. Le double fond céda avec un petit craquement sec. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Juste deux choses. Une vieille photo Polaroid jaunie et une lettre pliée en 4. Antoine prit la photo. L'image était un peu floue, les couleurs passées. On y voyait une femme, de dos, assise à un piano, tenant un bébé dans ses bras. La femme avait les cheveux longs, d'un roux flamboyant. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux, brûlantes. Il reconnaissait cette chevelure entre mille. C'était Elena, sa femme. Mais qui était le bébé? Leur fille était morte à 5 ans. Ce bébé sur la photo semblait avoir quelques mois. La date griffonnée au marqueur au bas de la photo indiquait 1 année, 2 ans après la mort supposée de sa fille. La tête d'Antoine se mit à tourner. L'impossible se heurtait à la réalité. Il déplia la lettre, ses mains tremblant tellement qu'il faillit déchirer le papier. L'écriture était hâtive, nerveuse. Le nom à la fin de la phrase était taché d'encre, illisible. Mais ce qu'Antoine venait de lire suffisait à faire basculer son monde une seconde fois. Léa. Le nom de l'enfant dans la cave. Il leva les yeux vers l'horloge murale. Minuit passé. Dehors, les loups attendaient. Et dedans, il tenait la preuve que tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, sur la mort de sa famille, était un mensonge. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Je vous promets de nouvelles histoires chaque jour. Mettez une note de 0 à 10 en commentaire, ça m'aide beaucoup. Impossible. C'est tout simplement impossible. Antoine répétait ce mot comme un mantra, ses yeux rivés sur la date inscrite au marqueur noir au bas de la photo Polaroid. Une date qui n'aurait jamais dû exister. Une date située 2 ans après l'enterrement de sa femme. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Dans ce couloir d'hôpital aux néons agressifs, le temps s'était distordu. Le bourdonnement de la machine à café au fond du hall semblait aussi bruyant qu'un marteau-piqueur. Antoine, cet homme qui déplaçait des millions d'euros d'un claquement de doigts, se sentait soudain minuscule. Il tenait entre ses doigts tremblants la preuve que sa vie, telle qu'il la connaissait, était un mensonge soigneusement orchestré. Sur la photo, le grain de l'image était grossier, typique des vieux appareils instantanés. Mais on ne pouvait pas s'y tromper. C'était bien Elena. Sa nuque gracile, cette cascade de cheveux roux qu'il avait tant aimé, la courbe de son épaule. Elle était assise devant un piano droit, dans une pièce baignée de soleil. Et dans ses bras, un nourrisson. Un bébé emmailloté dans une couverture blanche. Comment sa femme, morte et enterrée, pouvait-elle tenir un enfant 2 ans après son décès? Antoine sentit une main se poser sur son épaule. Il sursauta violemment, prêt à frapper, l'adrénaline inondant ses veines. « Calme-toi, Antoine. C'est moi. » C'était Jean-Marc, le docteur Maury. Son seul véritable ami, le seul qui était resté après le drame. Antoine l'avait appelé en urgence 5 minutes plus tôt. Jean-Marc avait les traits tirés, sa blouse blanche ouverte sur une chemise froissée. Il regarda Antoine avec cette inquiétude professionnelle qu'ont les médecins face à un patient au bord de la rupture. « Où est-elle » demanda Jean-Marc à voix basse. « Box 4. Il la réchauffe. Jean-Marc, regarde ça. » Antoine lui tendit la photo. Le médecin ajusta ses lunettes, plissa les yeux. Il resta silencieux un long moment. Dehors, l'orage continuait de battre les vitres de la clinique, comme si le ciel voulait entrer pour noyer ce secret. « C'est l'écriture d'Elena » murmura Jean-Marc, la gorge serrée. Il connaissait cette écriture.
Il était le parrain de leur fille décédée. Mais Antoine, la date, c'est une erreur. Et la lettre? Coupa Antoine, sortant le papier plié de sa poche. Lis. Elle parle de l'oncle. Elle parle d'un héritage. Elle dit que Léa est vivante. Jean-Marc parcourut la lettre. Son visage blêmit. Il releva la tête, et pour la première fois, Antoine vit de la peur dans les yeux de son ami. Si cette petite est celle que je crois, si c'est vraiment une enfant qu'Héléna a eue, après, ou qu'elle a cachée... Antoine, tu réalises ce que ça implique? Ça veut dire que l'accident de voiture il y a 10 ans n'était pas un accident, termina Antoine. Sa voix était froide, métallique. Ou alors, on m'a menti sur qui était dans la voiture. Un silence lourd tomba entre eux, mais il fut brisé par le bruit des portes automatiques des urgences qui s'ouvrirent à la volée. Antoine tourna la tête. Ce n'étaient pas les hommes en blouson de cuir cette fois. C'était pire. 2 policiers en uniforme, accompagnés de la femme au tailleur gris, la fausse assistante sociale. Elle avait l'air triomphante. Elle tenait un document officiel à la main, tamponné. « Monsieur Valmont, c'est lui », dit-elle en pointant Antoine du doigt. « Il refuse de remettre l'enfant au service compétent. Il est instable. » Les policiers s'avancèrent, la main sur leur ceinturon. Ils ne savaient pas qu'ils étaient manipulés. Ils voyaient juste un homme riche, trempé, agité, qui faisait obstruction. « Monsieur, » commença l'un des agents, « nous avons une ordonnance de placement provisoire signée par le juge de permanence. Vous devez nous laisser emmener la petite. » Antoine regarda le document. Tout semblait en règle. Trop en règle pour une nuit de dimanche à lundi, à 2 heures du matin. La justice française est lente, lourde. Obtenir une signature aussi vite, en pleine nuit, demandait des bras très longs, des bras qui remontaient haut. « Qui est le tuteur désigné ?» demanda Antoine, ignorant le policier pour fixer la femme dans les yeux. Elle sourit, un sourire de requin. « Un certain monsieur Rinaldi, l'oncle de l'enfant, selon les registres d'état civil retrouvés. » Rinaldi. Le nom claqua dans l'esprit d'Antoine comme un coup de fouet. Il ne connaissait personne de ce nom. Mais il savait une chose, si Léa partait avec cette femme, elle disparaîtrait. Pour toujours. Et le dernier lien avec Héléna, la dernière chance de comprendre pourquoi sa vie avait été détruite, s'éteindrait. Il devait prendre une décision. Maintenant. Il regarda Jean-Marc. Le médecin comprit. Il y a des moments dans l'amitié où les mots sont superflus. Jean-Marc se tourna vers les policiers, adoptant son ton le plus doctoral, le plus autoritaire. « Messieurs, je suis le médecin-chef de ce service. Cet enfant est dans un état critique, une hypothermie sévère, risque d'arrêt cardiaque. Elle est intransportable. Si vous la sortez de ce box maintenant et qu'elle meurt dans votre voiture de patrouille, je porterai plainte contre vous personnellement pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Et croyez-moi, avec l'argent de monsieur ici présent, vous finirez par faire la circulation à Guéret jusqu'à la retraite. » Les policiers hésitèrent. La menace était précise. La bureaucratie déteste les cadavres sur les bras. « Nous devons appliquer l'ordonnance, » bafouilla l'agent, moins sûr de lui. « Appliquez-la ici, » trancha Jean-Marc. « Mettez un garde devant la porte. Mais personne ne touche à ma patiente tant que je n'ai pas stabilisé ses constantes. Ça prendra au moins 6 heures. » La femme au tailleur gris foudroya le médecin du regard. Elle savait qu'il mentait. Léa était faible, oui, mais pas mourante. Cependant, elle ne pouvait pas contredire un chef de service devant des flics. « Très bien, » siffla-t-elle. « Nous attendrons. » Elle fit signe aux policiers de s'installer dans la salle d'attente. Elle s'assit en face d'eux, sortit son téléphone et commença à taper frénétiquement. Elle appelait renfort. L'oncle. Antoine attira Jean-Marc dans un coin aveugle du couloir. « Merci, » souffla-t-il. « Ne me remercie pas, Antoine. Je viens de commettre un délit grave. Tu as 6 heures. Pas 1 minute de plus. Après ça, je ne pourrai plus les retenir. » « J'ai besoin de savoir, Jean-Marc. J'ai besoin d'un test ADN. Maintenant. » Le médecin secoua la tête. « Ça prend des jours, Antoine. Pas avec tes contacts au labo privé de Rouen. Je paierai le triple, le décuple. Je veux savoir si cette petite est... si elle est de moi. » Jean-Marc le regarda avec une tristesse infinie. « Antoine, Héléna est morte il y a 10 ans. Cette petite en a 7. C'est biologiquement impossible qu'elle soit ta fille. La photo a été prise il y a 7 ans, Jean-Marc. Héléna était vivante 2 ans après l'accident.
Si elle était vivante, tout est possible. Fais le test. Compare avec mon ADN, je t'en supplie. L'espoir est une chose dangereuse. C'est un poison qui peut vous tuer ou vous sauver. Dans les yeux d'Antoine, il y avait cette lueur démente de l'homme qui parie sa dernière pièce. Jean-Marc soupira, vaincu. D'accord. Je vais faire le prélèvement sur la petite pendant que je change sa perfusion. Je te prélève toi maintenant. Je file les échantillons à un coursier moto pour Rouen. Mais Antoine, prépare-toi à être déçu. Pendant que le médecin retournait dans le box, Antoine s'adossa au mur froid. Il ferma les yeux. La boîte à musique pesait lourd dans sa poche. Ding, ding, dang. La mélodie hantait son esprit. Il ne pouvait pas rester passif pendant 6 heures. Il sortit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Celui d'un détective privé, un ancien des stupes, un homme qui n'avait pas peur de se salir les mains. Allô? La voix était pâteuse, ensommeillée. C'est Antoine. J'ai besoin d'un nom. Rinaldi. Trouve-moi tout ce que tu peux sur un Rinaldi lié à l'immobilier ou à des tutelles en Normandie. Je te vire 50 000 € tout de suite pour te réveiller. 50 briques. Putain, Antoine, tu viens de tuer quelqu'un ou quoi? Pas encore. Antoine raccrocha. Il regarda vers la salle d'attente. La femme au tailleur gris le fixait. Elle ne se cachait plus. Elle lui fit un petit signe de la main, mimant un téléphone à l'oreille, puis pointa son index vers le sol. On t'aura. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'était qu'Antoine commençait à comprendre la mécanique. L'accident de sa femme, la saisie du manoir, la présence de cette petite fille. Tout était lié à l'argent. À son argent, ou plutôt, à l'héritage de la famille d'Elena, une vieille noblesse terrienne qu'il croyait éteinte. S'ils avaient gardé Léa en vie dans une cave, ce n'était pas par pitié. C'était parce qu'ils avaient besoin d'elle. Vivante. Une signature. La petite avait parlé de signer des papiers. Antoine se redressa. L'homme brisé laissait place au prédateur. Il entra discrètement dans le box où reposait Léa. Jean-Marc venait de finir le prélèvement. La petite dormait, apaisée par les sédatifs légers. Elle avait retrouvé un peu de couleur. Antoine s'approcha du lit. Il caressa doucement la joue de l'enfant. Elle avait le même grain de peau qu'Elena, la même forme de nez. « Je te promets, murmura-t-il. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais qui ils sont. Et ils vont payer. » Soudain, le téléphone d'Antoine vibra. Un message du détective. Déjà. Antoine manqua de lâcher son téléphone. Vasseur. Maître Vasseur était son propre notaire. L'homme qui gérait sa fortune depuis 20 ans. L'homme qui avait géré la succession après la mort d'Elena. L'homme qui l'avait envoyé visiter ce manoir en ruine ce soir, insistant pour qu'il y aille personnellement. C'est un piège, souffla Antoine. Depuis le début, c'était un piège. Il avait été envoyé là-bas pour trouver la petite? Non. Il avait été envoyé là-bas pour que l'on puisse l'accuser de quelque chose? Ou pire, Vasseur ne savait pas que la petite était là? Non. Vasseur savait tout. Vasseur était l'oncle. Ou du moins, son bras droit. Antoine sentit la colère monter, une marée noire et bouillante. L'homme à qui il confiait ses secrets, l'homme qui l'avait consolé à l'enterrement de sa fille, était celui qui tirait les ficelles. « Jean-Marc, » dit Antoine d'une voix calme, trop calme. « On ne peut pas attendre 6 heures. Vasseur sait que je suis ici. Il sait que j'ai trouvé la petite. Les flics dehors ne sont pas là pour la protéger. Ils sont là pour m'empêcher de la sortir, avant que ces hommes de main n'arrivent pour sécuriser le transfert. » Quoi? Mais Vasseur est ton ami. Vasseur est un traître. Écoute-moi bien. Y a-t-il une sortie par la blanchisserie, comme dans les films? Jean-Marc hésita, puis hocha la tête. Au sous-sol. Les camions de linge sale partent à 5 heures du matin. Mais Antoine, tu deviens un fugitif. Si tu l'enlèves, c'est un kidnapping. Tu as les services sociaux et la police au cul. Tu vas finir en prison. Antoine regarda la petite Léa qui dormait, serrant la boîte à musique même dans son sommeil. La prison, ce serait des vacances comparées à ce qui l'attend si je la laisse ici. Antoine prit sa veste, l'enroula autour de l'enfant et la souleva délicatement dans ses bras. Elle gronde. Vous pensez que l'argent achète tout, maître Vasseur. Vous avez acheté le silence, vous avez acheté des témoins, vous avez même cru acheter la mort. Mais il y a une chose qui n'a pas de prix, le sang. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé.
et abonnez-vous pour soutenir mon travail. L'air dans le camion de blanchisserie puait le linge souillé et l'eau de javel rance. C'était une odeur chimique, agressive, qui prenait à la gorge. Antoine était recroquevillé dans l'obscurité totale, serrant Léa contre lui, caché derrière des sacs de draps d'hôpital. Le véhicule cahotait violemment sur les pavés humides de la sortie de service. À chaque secousse, il sentait le petit corps de l'enfant se crisper, mais elle ne disait rien. Elle ne pleurait plus. Elle s'accrochait à sa chemise comme si c'était la seule chose solide dans un univers liquide. Ils venaient de s'échapper. De justesse. Quand le camion s'immobilisa enfin, 3 kilomètres plus loin, dans une zone industrielle déserte, Antoine n'attendit pas. Il ouvrit le loquet de l'intérieur, sauta sur le bitume et courut. Il ne courut pas vers ses appartements parisiens, ni vers ses bureaux. Il savait que Vasseur, son notaire, son ami, surveillait déjà tout. Ses cartes bancaires, ses résidences, ses comptes. Antoine, le millionnaire qui possédait la moitié de Paris, était devenu en une nuit un clochard magnifique, sans un sou vaillant en poche, traqué par la police pour enlèvement. Il n'avait qu'une seule arme, la vérité cachée dans le double fond d'une boîte à musique. Les 48 heures qui suivirent furent un flou artistique de paranoïa et de stratégie. Antoine trouva refuge dans un petit motel miteux de la banlieue de Caen, payé en liquide avec les quelques billets qu'il avait dans son portefeuille. Jean-Marc, le médecin, risqua sa carrière pour leur apporter des antibiotiques et de la nourriture, changeant de voiture 3 fois pour ne pas être suivi. Léa reprenait des forces. La fièvre tombait. Et avec la fièvre qui partait, la parole revenait. Ce qu'elle raconta à Antoine, par bribes, entre 2 cauchemars, était pire que tout ce qu'il avait imaginé. Elle parlait d'une dame qui dort, qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Elle parlait de l'oncle, qui venait vérifier si elle était toujours là, qui lui disait qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas sortir, que le monde extérieur était méchant. Vasseur ne l'avait pas seulement cachée. Il l'avait élevée dans une cage dorée qui était devenue un cachot, attendant simplement qu'elle atteigne l'âge légal pour signer la cession des terres ancestrales de sa mère. Des terres qu'Antoine pensait sans valeur mais qui, il le découvrit en passant des appels depuis une cabine publique, valèrent désormais une fortune grâce à un projet d'autoroute secret. Mais le temps jouait contre eux. L'audience de garde provisoire, accélérée par les connexions politiques de Vasseur, était fixée au mardi matin. 9h. Tribunal de grande instance. Si Antoine ne s'y présentait pas, il était déclaré coupable par défaut, et Léa retournait aux services sociaux, c'est-à-dire dans les griffes de Vasseur. S'il s'y présentait, il risquait l'arrestation immédiate. C'était un piège mortel, et Antoine allait sauter dedans à pieds joints. Le mardi matin, le ciel de Normandie était gris-acier, lourd de menaces. Le palais de justice résonnait de l'écho des pas sur le marbre froid. La salle d'audience était petite, intime, oppressante. Ça sentait la cire d'abeille et la poussière des vieux dossiers. Maître Vasseur était là. Il était impeccable dans son costume 3 pièces, discutant avec assurance avec le juge des enfants. Il avait l'air de l'homme raisonnable, du notable inquiet pour une orpheline. À côté de lui, la fausse assistante sociale jouait son rôle à la perfection, dossier sous le bras, visage compatissant. Quand les portes lourdes s'ouvrirent, le silence tomba comme une guillotine. Antoine entra. Il n'avait pas rasé sa barbe de 2 jours. Son costume de luxe était froissé, taché de boue séchée aux ourlets. Il n'avait pas d'avocat. Il tenait simplement la main de Léa, qui marchait à côté de lui, propre, coiffée, mais terrifiée. 2 gendarmes s'avancèrent immédiatement pour intercepter Antoine. « Arrêtez !» tonna le juge. « C'est une audience de garde, pas une arrestation criminelle. Laissez-le approcher à la barre. » Vasseur se tourna vers Antoine, un sourire narquois, presque imperceptible, au coin des lèvres. « Tu es fini, mon pauvre ami, semblait-il dire. »« Monsieur le juge, » commença Vasseur d'une voix onctueuse, « nous sommes ici pour protéger cet enfant. Monsieur Valmont est un homme brisé par le deuil, nous le savons tous. Il a perdu la raison. Il a enlevé cette petite, persuadé qu'elle est sa fille décédée. C'est une tragédie psychologique, mais nous ne pouvons pas laisser une mineure entre les mains d'un homme instable. Les services sociaux doivent la récupérer immédiatement. » Le juge hocha la tête, parcourant le dossier falsifié que Vasseur avait préparé. Tout y était. Faux certificats de naissance, faux rapports médicaux sur la santé mentale d'Antoine. La machine était bien huilée. « Monsieur Valmont, » dit le juge en ajustant ses lunettes, « avez-vous quelque chose à dire avant que je ne prononce le placement? Et je vous préviens, votre comportement ces dernières 48 heures joue lourdement contre vous. » Antoine ne regarda pas le juge.
Il regarda Vasseur, droit dans les yeux. Il vit la pupille du notaire se dilater légèrement. La peur? Non, pas encore. L'incertitude. « Je n'ai pas d'avocat, monsieur le juge, » dit Antoine, sa voix rauque, mais parfaitement calme. « Je n'ai pas de dossier préparé. Je n'ai que ceci. » Il sortit de sa poche la boîte à musique en bois verni. Il la posa doucement sur le bureau du greffier. Le bruit du bois contre le bois résonna dans le silence. Vasseur se raidit. Il reconnut l'objet. Sa main se crispa sur son stylo de luxe. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie » aboya le notaire, perdant une fraction de son calme. « Monsieur le juge, cet homme perd notre temps avec des jouets. »« Laissez-le parler, maître, » ordonna le juge, intrigué. Antoine tourna la petite manivelle. Une fois, 2 fois, 3 fois, la mélodie s'éleva. Pure. Bancale. Cette suite de notes qu'aucun compositeur n'avait écrite. Dans la salle d'audience, l'air sembla se raréfier. C'était une musique qui portait en elle une tristesse infinie, une vérité qui traversait les cœurs. « Cette mélodie, » dit Antoine en continuant de tourner la manivelle, « ma femme l'a composée 3 jours avant l'accident qui était censé l'avoir tuée. Elle ne l'a jouée qu'à moi. Elle ne l'a jamais écrite. Personne au monde ne la connaît. » Il s'arrêta. La dernière note resta suspendue. Personne, sauf l'enfant qu'elle portait en secret. L'enfant qu'elle a mis au monde 6 mois après ses funérailles. L'enfant que cet homme... Il pointa un doigt accusateur vers Vasseur. A gardé enfermé pendant 7 ans après avoir fait disparaître sa mère pour de bon. Vasseur bondit de sa chaise. « C'est de la diffamation, c'est du délire. Je demande l'évacuation de la salle. »« Assis !» hurla le juge. Antoine sortit alors l'enveloppe du laboratoire. « Voici les résultats d'un test ADN effectué hier, certifié par le laboratoire de Rouen. Comparaison entre mon ADN et celui de Léa. Probabilité de paternité, 99,9%. Il jeta le papier sur le bureau du juge. C'était le coup de massue. Le visage de Vasseur devint gris cendré. La fausse assistante sociale commença à reculer discrètement vers la porte, mais un gendarme lui bloqua le passage. « Mais ce n'est pas tout, » continua Antoine, impitoyable. « Dans cette boîte, il y a une lettre d'Helena. Elle est datée de 2 ans après sa mort officielle. Elle y explique tout. Comment vous l'avez fait chanter après l'accident, maître? Comment vous l'avez forcé à se cacher en menaçant de me tuer? Comment vous avez attendu que les terrains prennent de la valeur? Et surtout... » Antoine fit une pause. Il vit la goutte de sueur couler sur la tempe de Vasseur. « Surtout, elle mentionne le numéro de compte aux caisses des dépôts où vous avez détourné l'argent de l'assurance vie. Un compte à votre nom personnel, maître, que mon ami détective a piraté ce matin même. L'argent est là. La preuve est là. C'était le coup de grâce. Il n'y avait pas de compte piraté. C'était un bluff, un pur bluff de joueur de poker. » Mais Vasseur, paniqué, ne réfléchit pas. Son regard se tourna frénétiquement vers la porte de sortie. Ce mouvement, ce simple mouvement des yeux, signa son aveu. « Arrêtez cet homme !» ordonna le juge en se levant. Vasseur tenta de courir. Il bouscula sa chaise, fit un pas vers l'allée centrale, mais les 2 gendarmes lui tombèrent dessus avant qu'il n'ait pu faire 3 mètres. L'homme impeccable, le notable intouchable, se retrouva plaqué au sol, menottes aux poignets, hurlant des menaces incohérentes, son masque de respectabilité brisé en 1000 morceaux. Dans le chaos qui s'ensuivit, Antoine ne regarda pas son ennemi tomber. Il n'avait Dieu que pour Léa. La petite fille était assise sur le banc, les jambes ballantes. Elle ne comprenait pas tous les mots, non. Mais elle comprenait les corps. Elle voyait que l'homme qui lui faisait peur était à terre. Elle voyait que l'homme qui lui avait donné son manteau était debout, fort, protecteur. Elle glissa du banc et courut vers lui. « Papa ?» Ce mot. Juste 2 syllabes. Antoine tomba à genoux, à sa hauteur. Les larmes qu'il retenait depuis 10 ans, depuis ce coup de téléphone maudit, depuis cette vie de fantôme dans des costumes trop chers, ces larmes-là coulèrent enfin. Il serra sa fille contre lui, si fort qu'il eut peur de la briser, mais c'était elle qui le recollait, morceau par morceau. « Oui, » sanglota-t-il dans ses cheveux blonds. « Oui, je suis là. Papa est là. » 6 mois plus tard. Le manoir en Normandie n'était plus une ruine. Les volets ne grincèrent plus. La façade avait été ravalée, le lierre taillé. Mais le plus grand changement n'était pas dans la pierre, il était dans le jardin. Il y avait un chêne centenaire, majestueux, qui dominait la pelouse. Et accroché à sa branche la plus basse,
Il y avait une balançoire. Antoine était là, en chemise décontractée, les manches retroussées. Il poussait doucement la balançoire. « Plus haut !» criait Léa, riant aux éclats, sa tête renversée vers le ciel bleu. Elle allait bien. Les cauchemars s'espaçaient. Elle allait à l'école du village. Elle apprenait à vivre, à manger à sa faim, à ne plus avoir peur du noir. Antoine regarda sa fille s'envoler vers les nuages, puis redescendre vers lui. Il pensa à cette nuit d'orage. Il pensa à cette prière qu'elle avait murmurée dans le noir. « Papa au ciel, envoie quelqu'un. » Il avait toujours cru que Dieu n'existait pas, ou qu'il l'avait abandonné. Mais en regardant le sourire de Léa, il comprit une chose essentielle. Parfois, les prières ne sont pas exaucées par des anges qui descendent du ciel. Parfois, elles sont exaucées par des hommes brisés qui, en sauvant une vie, finissent par sauver la leur. Il avait perdu 10 ans de sa vie dans le froid. Mais aujourd'hui, c'était l'été. Et pour la première fois depuis une éternité, Antoine n'avait plus froid. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Je vais apporter des histoires tous les jours. Commentez en donnant une note de 0 à 10. À demain.